Messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis. Ce soir, Jean-Robert Pitt, qui est le président de la Société de géographie, comme vous le savez, depuis 2009, qui est président de l'Académie des sciences morales et politiques, aurait été ravi d'être parmi nous. Malheureusement, il est en empêchement de dernière minute. Il aurait été heureux d'être ici, car ce soir, c'est une soirée tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où c'est le démarrage d'un partenariat entre l'Institut français des relations internationales et la Société de géographie. Et donc, à ce titre, je remercie particulièrement ceux qui ont été à l'initiative de cette soirée, en particulier Monsieur Marc Ecker. Alors, la Société de géographie, elle a plus de 200 ans d'âge et elle a toujours été pour la paix, au point que, si vous voulez, depuis plus de 200 ans, eh bien, il y a toujours eu des échanges chaleureux entre les membres de cette société et des membres de sociétés appartenant à des pays avec lesquels on était souvent en conflit. Il y a eu l'Allemagne, la Prusse, il y a eu l'Angleterre, pour ne citer que cela. Donc, cela veut dire que ce qui se passe actuellement en Ukraine ne nous laisse pas indifférents. Et du reste, certains d'entre vous pourront le voir sur notre site, Jean-Robert Pitt, le 25 mars 2022, donc quasiment il y a 3 ans, a envoyé une lettre ouverte à Vladimir Poutine et à Sergueï Shoïgu, qui sont tous les deux des présidents de sociétés de géographie russes, à des titres différents, bien sûr. Et cette lettre ouverte, elle a reçu évidemment des réponses très rapides de nombreux pays. Il y a un pays qui a mis un peu plus de temps à répondre, c'est la Biélorussie, qui a indiqué au bout de 2 mois, qu'ils avaient bien reçu la lettre. Et puis il y a eu ensuite alors une réponse très circonstanciée de Sergueï Shoïgu, qui a expliqué combien la Russie était menacée, combien il était nécessaire de faire cette opération spéciale. Eh bien, la Société de géographie veut promouvoir la géographie et montrer que la géographie a de multiples aspects, parmi lesquels la géopolitique. Et à ce titre, eh bien, Thomas Gomard, certains d'entre vous l'ont vu, il y a le 7 février, il y a donc quelques semaines, pour un déjeuner-débat organisé par la Société de géographie au Sénat. C'est dire que la géopolitique et l'IFRI nous intéressent tout particulièrement. Par conséquent, c'est avec un grand plaisir que M. Marc Ecker, qui est directeur adjoint de l'IFRI, qui est co-rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Eh bien, cette revue, elle consacre, je crois, son dernier numéro particulièrement à l'Ukraine, et les questions de sécurité de l'Ukraine, ou autour de l'Ukraine, je dirais que toutes les 12 heures, il en est question. Par conséquent, nous remercions particulièrement Monsieur Ecker, Jean-Baptiste Guégan qui se cache quelque part, et messieurs les ambassadeurs, de nous entretenir ce soir et de nous faire un point. Merci encore et place à vous. Oui, effectivement, vous m'entendez mieux. Donc j'avais commencé par des remerciements que je vais renouveler parce que les remerciements doivent être entendus. Les remerciements à Jacques Gonzalez pour son introduction, des remerciements à la Société de géographie en général, à Jean-Robert Pitt qui n'a pas pu être présent ce soir, mais on lui sait gré d'avoir soutenu ces échanges entre l'IFRI et la Société de géographie, à Sylvie Rivet et à Jean-Baptiste Guégan qui vient de rentrer, qui ne se cache plus donc.
Et puis du côté de l'IFRI, je remercie particulièrement Charline Lavergne, Amaranta Castanet, qui s'occupent toutes les deux de la revue Politique étrangère, et Dimitri Von Buren, qui est derrière la caméra, puisque cette rencontre est filmée. Et donc, s'il y a des passages qui vous manquent, vous pourrez les retrouver très prochainement sur le site de l'IFRI. Alors, la revue Politique étrangère, vous ne la connaissez peut-être pas tous ou toutes. C'est une très jeune femme, si on la compare à la Société de géographie, parce qu'elle n'a pas 200 ans. Politique étrangère a été créée en 1936, donc elle aura l'année prochaine 90 ans. C'est une revue trimestrielle et chaque numéro est structuré autour d'un dossier principal et puis d'une rubrique qu'on appelle contre-champ, qui cherche à montrer qu'il existe des points de vue complémentaires ou différents sur une même question. Et donc la rubrique contre-champ du numéro qui vient de paraître porte sur l'Ukraine, avec pour titre « Quelle garantie de sécurité ?» Et je remercie particulièrement Pierre Vimont et Jean de Gnignesty d'avoir accepté non seulement d'être là ce soir, mais d'avoir accepté d'écrire pour cette revue trimestrielle, parce que les articles ont été commandés à l'automne pour livraison début janvier ou mi-janvier, donc avant l'investiture de Donald Trump, et on savait pertinemment à l'époque que le facteur Trump pouvait tout changer sur ce sujet. Alors ce qu'on va faire ce soir, c'est d'abord rappeler le contenu des articles, en 15 minutes à peu près chacun, et puis ensuite on aura un long échange, et vous pourrez évidemment y participer, pour essayer d'actualiser ces données, puisqu'il se passe des choses littéralement tous les jours. Le dernier événement marquant en date étant l'échange d'hier, l'échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Pierre Vimont et Jean de Gnignesty, mais enfin je vais le faire quand même, c'est l'usage. Pierre Vimont a été secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure, le SEAE. Il a été avant cela ambassadeur de France aux États-Unis, directeur de cabinet de plusieurs ministres des Affaires étrangères, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Et puis en 2019, vous aviez été nommé par le président de la République représentant pour l'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. Donc il y a un lien vraiment direct, très direct avec ce sujet. Jean de Gnignesty, également ancien diplomate, il a été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et avant cela ambassadeur au Brésil, au Sénégal, consul général de France à Jérusalem, etc. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon introduction, je pense que vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, et donc je vais immédiatement céder la parole à Jean de Gnignesty pour la présentation de son article. On commence par cet article parce qu'il avait une dimension plus historique. Le titre de ce texte est « La longue histoire des garanties de sécurité à l'Ukraine, 1991-2025 ». Et puis après, nous passerons à Pierre Vimont, dont l'article portait, je cite, « Sur l'Ukraine, l'année de la paix incertaine ». Jean de Gnignesty, vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci. On aurait pu... Bonjour à tous d'abord, et je suis content d'être avec vous et d'essayer d'expliquer un peu ce que j'ai essayé de dire dans cet article, étant entendu que pour moi la partie était relativement facile parce qu'elle était plus historique, que je dépendais moins des détours et des tours de l'actualité. On aurait pu dire d'ailleurs la longue et malheureuse histoire des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Parce qu'en fait, pour l'Ukraine, la question des garanties de sécurité a été une longue série de déconvenues, mais il faudrait rajouter qu'elle a été aussi le pendant de ce que la Russie a estimé être des déconvenues, car il y avait aussi une demande de garantie de sécurité du côté de la Russie, notamment sous le thème de l'indivisibilité de la sécurité. Cela dit, la Russie ne jouait que un élément de sa sécurité, alors que l'Ukraine jouait sa sécurité existentielle dans cette affaire. Les garanties de sécurité, c'est la base de l'ordre international. La première des garanties de sécurité, c'est la charte de l'ONU qui garantit l'intégrité et la souveraineté territoriale de chaque État membre. Et toute guerre implique nécessairement une violation de cette première garantie de base.
Pour l'Ukraine, c'est d'autant plus douloureux que l'Ukraine, au moment de son indépendance, a parfaitement vu qu'elle était très vulnérable. Et là, peut-être on pourra en discuter, mais il y a cette indépendance de l'Ukraine a été mal acceptée par la Russie. Ce qui a conduit à la guerre d'invasion, dans laquelle la Russie voyait une guerre civile. Il faut bien comprendre ce mélange de sensibilité. Donc l'Ukraine a parfaitement pris conscience de sa vulnérabilité et donc a essayé d'obtenir des garanties de sécurité. Donc en 1994, le mémorandum de Budapest, à la demande et sous la pression des États-Unis d'ailleurs, qui voulaient désarmer l'Ukraine qui possédait presque 1 millier de têtes nucléaires sur son territoire. Donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, puis plus tard la France et la Chine ont garanti, en échange du désarmement de l'Ukraine nucléaire et du renvoi de toutes ces têtes en Russie, ont garanti, la souveraineté de l'Ukraine. Et chacun sait ce qu'il en est. Cet accord n'a pas été respecté. Il n'était pas contraignant. C'était un mémorandum. Et puis il n'y avait pas de clause d'intervention directe et automatique. Mais quand même. Donc première douche froide, si j'ose dire. Deuxième douche froide. En 97, l'Ukraine a essayé de jouer la normalisation avec la Russie et donc elle a signé un accord bilatéral de coopération qui a d'ailleurs porté ses fruits sur le plan économique et culturel et dans tous les domaines, sauf évidemment sur le plan des garanties de sécurité, puisque dans l'accord de 97, il y avait le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris la Crimée. Après, dans Maïdan, il y a eu une tentative d'accord qu'il convient de souligner parce qu'on en parle assez peu. Le ministre polonais des Affaires étrangères, le ministre allemand et le ministre français avaient essayé de régler l'affaire de Maïdan par un accord prévoyant en gros le départ de Yanukovych, de nouvelles élections, une nouvelle constitution, etc. Ça n'a pas marché et à l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Américains ne nous ont pas beaucoup aidés, mais évidemment cet accord aurait impliqué la garantie et de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Ensuite, donc, il y a eu l'annexion de la Crimée et on est rentré dans une séquence où l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'était plus garantie, que nous étions en même temps en période de guerre. Et dernière phase où il aurait pu se passer quelque chose, c'est au moment des entretiens à Istanbul, où il y avait un engagement, mais déjà l'Ukraine perdait le Donbass et la Crimée, mais il y aurait eu évidemment un engagement de la part de la Russie de respecter dans ces nouvelles frontières, et frontières entre guillemets, enfin c'est les limitations, le territoire ukrainien. Donc en fait, longue série de déconvenues. Alors maintenant, il est clair que l'Ukraine, si elle le peut, va se montrer très exigeante en matière de garantie de sécurité, puisque cette histoire a été effectivement une longue série de désastres. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas forcément les moyens à la fois diplomatiques, avec la défaillance, c'est un euphémisme, des États-Unis, et avec la situation sur le terrain. Il est tout à fait clair que la question des garanties est un élément crucial, sinon l'élément crucial de tout accord de paix. Déjà, l'accord d'Istanbul, ou le pseudo ou quasi-accord d'Istanbul, avait achoppé sur un point précis qui était justement la garantie de sécurité. Il y avait deux autres éléments. Il y avait la question des effectifs de l'armée ukrainienne, mais ça touche les garanties de sécurité puisque ça permet à l'Ukraine de se défendre en cas de violation de l'accord. Et puis il y avait cette question des garanties de sécurité internationales pour surveiller l'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas eu d'accord possible parce que la Russie voulait mettre la Biélorussie, la Russie dans le
corps de monitoring, comme on dit maintenant, chargé de surveiller l'accord. Et surtout, il voulait que ça soit au Conseil de sécurité. Et l'Ukraine ne souhaitait pas trop que ça soit le Conseil de sécurité, puisque naturellement, la Russie dispose d'un droit de veto. Et en revanche, l'Ukraine insistait pour que ça soit les pays européens. Vous voyez, on était en février, mars, avril 2022, et ça n'a pas changé. L'Ukraine insistait pour que ça soit les pays de l'Union européenne, l'Allemagne, la France et aussi l'Angleterre qui n'en fait pas partie. Donc ça avait achoppé sur ce point. À l'époque, la réaction, par exemple, des Anglais a été étonnante parce qu'elle n'avait pas été très très favorable, cette stipulation pour autrui, parce que ça avait été un peu négocié dans leur dos. Donc maintenant, c'est un élément crucial et on voit dès maintenant le décalage entre les positions des uns et des autres. Donc l'Ukraine insiste sur la surveillance internationale du cessez-le-feu. Sur ce point, je voudrais dire une chose. Une force de maintien de la paix, chargée de surveiller le cessez-le-feu, c'est un des éléments de la garantie de sécurité. Il y a une confusion générale dans les médias et partout sur les garanties de sécurité que nous devons donner à l'Ukraine pour garantir sa sécurité, ça c'est en général, si vous voulez, et la question de la surveillance elle-même du cessez-le-feu. Dans la discussion qui est en cours, et je dépasse peut-être le débat, mais je voulais dire ça parce que ça joue dans la question des garanties de sécurité. La question de la surveillance du monitoring du cessez-le-feu est aussi importante du côté russe que du côté ukrainien. Les Ukrainiens ont dit qu'ils acceptaient un cessez-le-feu sans condition. Ça n'est pas exact. Parce que dans un interview qui est sorti il y a 2 jours du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Sybiga, il y a pratiquement un tiers de l'interview qui est consacré au monitoring d'un cessez-le-feu. Et il faut bien le comprendre. Les Ukrainiens ne veulent, bien sûr, un cessez-le-feu, c'est bon pour eux, puisqu'actuellement ils sont plutôt en situation de faiblesse, mais encore faut-il qu'ils soient surveillés. Et donc ils demandent, et donc on retrouve la même logique. Qui va faire la surveillance du cessez-le-feu? Est-ce que ça va être les satellites américains, etc. Donc on est dans la même problématique. Et du côté des Russes, évidemment, ils disent nous ne voulons pas des Européens parce qu'entre-temps, en 2022, ils étaient prêts à accepter l'Union européenne et maintenant, ils ne sont pas prêts à accepter l'Union européenne puisqu'entre-temps, l'Union européenne a accentué son évolution vers le soutien des intérêts ukrainiens et donc a abandonné cette position qui pouvait encore apparaître comme relativement neutre en 2022. Donc même problématique pour les cessez-le-feu et problématique pour un éventuel accord de paix. Dans la réaction russe à l'accord, entre Zelensky et Trump. C'était Rubio en fait à Jeddah le 18 février. Il y avait l'idée que le cessez-le-feu devait intervenir dans les 30 jours et du côté russe, la réaction a été immédiate. Elle a dit cessez-le-feu. La Russie a dit cessez-le-feu, d'accord, mais sous conditions précises, des nuances en russe. Et ensuite, avec un amendement ou des amendements, et l'amendement c'était que ce cessez-le-feu devait être la première étape et donc le déclenchement des négociations vers une paix durable et une paix qui éradique les causes fondamentales de l'invasion, c'est-à-dire effectivement là ça ouvre toutes les possibilités. Mais il y avait les 2 aspects là encore qu'on a mal discernés entre les conditions du cessez-le-feu en tant que tel et les garanties de sécurité plus générales dans lesquelles la Russie demandait une paix qu'elle appelait une paix durable et pour laquelle elle demandait l'éradication des causes profondes. Et là, il y a aussi un effet miroir. Les garanties de sécurité, en fait, tout le monde la demande. Alors, un dernier mot. J'ai encore un peu de temps. Allez-y. Un dernier mot peut-être sur l'Europe. Comme je vous l'ai dit, l'Europe au départ pouvait prétendre à assurer le monitoring d'un accord éventuel, de cessez-le-feu. Maintenant, elle ne le peut plus puisque la Russie a
comment dirais-je, opposé un veto formel à toute participation des Européens en tant que membres de l'OTAN, ils le sont pratiquement tous, à toute opération de maintien de la paix, que ça soit à la fois comme donc monitoring du cessez-le-feu ou que ça soit comme garantie de sécurité dans le cadre d'un accord à plus long terme. Et donc, alors évidemment, notre président français a dit c'est pas à la Russie de décider qui l'Ukraine va choisir comme garant de sécurité. Oui, mais sauf que s'il y a un accord, ça sera convenu. Et donc, toutes les parties devront théoriquement se plier à l'accord. Et en tout cas, très clairement, dans l'esprit des Russes, il n'y aura pas d'accord si des pays de l'OTAN font partie des garanties de sécurité. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation assez délicate où en fait l'Europe ne va pouvoir participer aux garanties de sécurité qu'indirectement. C'est-à-dire que la coalition des États qui a été qui est en train de coalition of the willing, qui est en train d'être mise en place par les Français et les Anglais. Très probablement, elle servira à quelque chose, mais elle servira plus comme deuxième rideau, si j'ose dire, en deuxième force, pour pouvoir renforcer les pays qui entourent l'Ukraine et donc avoir une sorte de capacité de dissuasion et d'intervention qui ne soit pas véritablement sur le territoire de l'Ukraine. Encore une fois, ceci dans l'hypothèse d'un accord de paix, ce qui est quand même peu probable à court terme, peut-être moins improbable à moyen terme, mais en tout cas, la question des garanties de sécurité se posera tout de suite pour la question du cessez-le-feu, pour le problème du cessez-le-feu. Et là, il faudra trouver un système, et je doute que l'Ukraine se satisfasse uniquement de la surveillance satellitaire des États-Unis. Et donc, en fait, les discussions ne font que commencer sur les garanties de sécurité, à la fois en tant que monitoring du cessez-le-feu et pour les garanties de sécurité à long terme. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Pierre Vimont, mais je glisse quand même un commentaire qui vous permettra de réagir ultérieurement. Dans la manière dont vous avez présenté les choses, on a l'impression que ce sont les Russes qui dictent les conditions d'entrée dans la négociation. Quand vous dites les Européens ne vont pouvoir faire que avoir un rôle de deuxième rideau, etc., ça suppose que, en fait, on abandonne l'idée de rapport de force et on se plie aux conditions des Russes. Mais ne réagissez pas tout de suite. La négociation. Vous êtes diplomate, vous allez pouvoir nous expliquer comment ça marche. Merci. Merci beaucoup et merci à vous, Marc, et à l'EFRI de m'avoir invité, d'abord pour écrire cet article et maintenant pour essayer de le défendre. Alors, peut-être pour m'éloigner un peu de ce que vous me proposez. Vous voulez que je parle plus fort et plus près du micro. Je vais le faire, mais vous savez, les diplomates, ce qu'ils aiment, c'est qu'on ne les comprenne pas. Et donc, en général, ils essayent de se tenir loin du micro pour être totalement incompréhensibles. Mais je vais quand même essayer. D'accord, je fais un effort. Je vais peut-être me contenter de vous résumer très rapidement mon article, parce qu'après tout, vous pouvez éventuellement le lire en achetant ce volume ou bien en le volant chez votre libraire préféré, mais surtout parce qu'en effet, l'actualité fait que, à mains égards, il y a besoin d'actualiser ce que, à la fois Jean et moi-même avons écrit dans nos deux articles. Un peu à notre surprise commune d'ailleurs, en relisant notre article en ce qui me concerne aujourd'hui et en me disant ça doit être totalement maintenant dépassé par les événements et les faits, j'ai été pas, disons, heureusement surpris, mais pas trop inquiet, parce qu'au fond, ce que l'on avait dit l'un et l'autre a encore un peu de sens. Je me souviens qu'au Quai d'Orsay, on me racontait souvent cette légende qu'on attribue, je crois, à l'ambassadeur André-François Poncet, qui était de dire à ces jeunes rédacteurs, cher ami, une fois de plus, votre dépêche est totalement démentie par les faits. De mon temps, on se serait fait brûler la cervelle.
Donc on n'est pas totalement démenti par les faits et c'est pas trop mal. Et au fond, ce que j'essayais de dire, c'est que à l'horizon donc du début de cette année, les perspectives de paix restaient quand même très très éloignées, que les deux protagonistes sur le terrain, au fond, n'avaient aucune envie de rendre les armes et avaient tout à fait l'intention de continuer, et que même si la Russie avait un peu progressé sur le terrain, c'était quand même essentiellement une guerre d'attrition où les gains territoriaux étaient extrêmement limités. Et où l'Ukraine elle-même avait réussi, en particulier en s'emparant de la poche de Koursk, à créer une sorte de diversion qui posait quand même quelques problèmes à l'époque, en tout cas à la Russie. Sur cette base, mon analyse était que c'était pas du côté des Européens qu'on allait trouver une réponse, puisqu'ils étaient au fond profondément divisés entre eux, et au fond enfermés dans une sorte de routine qui consistait pas négligeable, donner une aide et une assistance à la fois militaire, financière, humanitaire, etc., à l'Ukraine, mais au fond incapables de se fixer une stratégie et de définir quels étaient leurs intérêts dans cette affaire et comment essayer de les promouvoir. Vous vous souvenez, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, me semble-t-il, la ligne, c'est à l'Ukraine de décider seule quelle doit être l'issue de cette guerre et nous la soutiendrons quoi qu'il arrive. Et il me semblait qu'à partir de là, l'Europe se condamnait un peu à l'inertie. Et que donc dans ces conditions, c'était du côté de l'Amérique qu'il fallait attendre éventuellement, non pas une solution, mais peut-être un début de réponse. Et que bien évidemment, avec la victoire du président de Donald Trump, qui revenait au pouvoir, à l'époque où je l'ai écrit, on connaissait déjà le succès électoral de Donald Trump, tout était possible. Comme le retrait pur et simple, au contraire, la décision de renforcer l'aide à l'Ukraine, etc., etc. Je crois que de ce point de vue-là, il y a eu des surprises et je voudrais y revenir rapidement. Mais le troisième élément de mon analyse consistait à dire que si on voulait vraiment essayer de sortir de cette situation actuelle, de sortir de la guerre d'Ukraine, il fallait aussi mener une réflexion sur le plus long terme, parce que sinon, faute d'avoir réfléchi dès à présent à ce que devrait être à terme l'ordre de sécurité en Europe, nous risquions d'avoir de manière récurrente de nouvelles tensions et probablement de nouveaux conflits en Europe. Que probablement dans les années à venir, quelle que soit l'issue de cette guerre et quand bien même nous arriverions à faire une forme d'accord de paix, celui-ci sera très fragile et créera une situation de grande instabilité et de grande incertitude qui va durer pendant de longues années, me semble-t-il. Et je vais vous dire en quelques mots pourquoi je pense que cette situation-là n'a pas, et cette prévision-là n'a pas vraiment changé. Et donc, voilà à peu près ce que j'essayais de dire dans cet article. Alors, 3 réflexions rapides par rapport à ce que j'ai écrit pour tenir compte de là où on en est aujourd'hui. La première, et encore tout ça lié à ce que j'ai écrit dans cet article, la première, c'est est-ce que les perspectives de paix se sont rapprochées ? Est-ce que les efforts, les initiatives que le président Trump a prises dans les dernières semaines sont en train de changer profondément la situation ? Si vous écoutez ce qui se dit à la Maison-Blanche et si vous regardez ce qui se passe, vous avez vraiment l'impression que ça bouge, que le début d'une conversation diplomatique, je ne sais pas comment l'appeler, un début de dialogue, est en train d'avancer. En réalité, il faut être très prudent parce que, et peut-être, en tout cas je plaide humblement pour mon erreur, nous avons tous pensé que l'initiative du président Trump, c'était en vérité la volonté de régler la question ukrainienne et d'amener un accord de paix. Or, si vous écoutez bien ce qui se passe, si vous avez des contacts un peu avec l'administration américaine, c'est pas du tout ça qui est en train de se préparer. C'est un simple cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu qui commence même à se réduire comme un mouchoir de poche, à en juger
par le dernier contact entre le président Trump et le président Poutine. Dans les négociations avec les Ukrainiens, la formule de Trump a été assez simple. J'ai deux protagonistes, je commence par le plus faible, je lui tords le bras, et une fois que j'ai obtenu son accord sur ce que je veux obtenir, à savoir un accord immédiat de 30 jours, complet, à la fois terre, air et mer, et sans condition, je me tournerai vers la Russie et je lui demanderai la même chose. Et on voit bien que ça se passe comme ça. Les malheureux Ukrainiens, sérieusement affaiblis, notamment après la séance dans le bureau ovale, ont accepté les conditions américaines et ont suivi. Et vous voyez bien que Poutine, lui, joue un autre jeu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand vous discutez actuellement avec un certain nombre de diplomates américains, même de haut niveau, dans l'entourage de Trump et de son ministre des Affaires étrangères ou de son conseiller pour la sécurité nationale, vous comprenez assez rapidement qu'au fond, derrière cet accord de paix, il n'y a pour le moment pas de vision stratégique sur ce que pourrait être un accord de paix à la fin. L'essentiel, c'est d'avoir l'accord de cessez-le-feu. Jean a raison de souligner qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup encore de réflexion sur comment le faire respecter, avec quels moyens et avec quelle force, y compris est-ce que ce serait l'OSCE, l'ONU ou une autre organisation. Et vous voyez bien que par ailleurs, sur les questions et les paramètres fondamentaux d'un accord de paix, les territoires qui seraient reconnus ou qu'on considérait comme acquis à la Russie, le statut futur de l'Ukraine, dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN, neutralité, démilitarisation et bien évidemment les garanties de sécurité dont parlait Jean. En vérité, à l'heure actuelle, on n'en parle pas du tout à Washington. C'est complètement laissé de côté. Et que donc l'objectif, c'est on a un cessez-le-feu et sur cette base, au bout de 30 jours, on arrivera peut-être à renouveler. On va prendre quelques mesures de confiance, les confidence building measures, échange de prisonniers militaires, vous avez vu que ça commence à se faire, retour des enfants déplacés en Russie, libération d'un certain nombre de civils russes et ukrainiens actuellement en prison, mais le moyen terme, et je dirais encore plus le long terme, est complètement laissé de côté. Ce n'est pas surprenant. Je crois que tous ceux qui ont travaillé avec Trump vous diront aussi bien que moi, Trump n'a pas de vision stratégique, ça ne l'intéresse pas. Le paysage géopolitique de Donald Trump, c'est un paysage plat. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'adversaires, il y a des interlocuteurs avec lesquels on négocie pour essayer de trouver des accords et d'établir à travers des rapports de force d'avancer si possible. Et donc, on voit bien que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, tout peut arriver. C'est-à-dire, ce cessez-le-feu peut finalement peut-être se faire, dès lors qu'il sera extrêmement limité, mais il sera très fragile. Est-ce qu'il sera prolongé? Est-ce qu'on aboutira assez rapidement à une reprise du conflit? Ou est-ce qu'on arrivera à entamer une sorte d'engrenage qui amènera progressivement à la paix? La question est ouverte, c'est difficile d'y répondre. Il me semble qu'il y a une autre question qui est plus intéressante et à laquelle il est tout aussi difficile de répondre, c'est comment va réagir Trump si ses efforts actuels ne marchent pas. Est-ce qu'il va décider tout simplement de se retirer et de laisser la guerre continuer en disant que ça ne l'intéresse pas ? Est-ce qu'il va s'énerver contre Poutine, qui apparaît très clairement comme l'empêcheur de tourner en rond, et alors mettre en œuvre ces menaces, de renforcer les sanctions et d'être encore plus dur, voire d'augmenter son aide à l'Ukraine? Ou bien est-ce qu'il va tout simplement lâcher prise et faire concession sur concession à Poutine, qui permettra à Poutine d'engranger un accord de paix qui sera conforme à ses intérêts? Très difficile de le savoir à l'heure actuelle. Je penserais pour ma part, pour une formule sans doute intermédiaire, qui veut dire, et j'en reviens à ce que je disais aujourd'hui, paix très incertaine et guerre assez probable à nouveau pour reprendre et parodier la formule de Raymond Aron. Donc voilà pour les perspectives de paix.
Deuxième question. Est-ce que les Européens, au sortir, à l'heure actuelle et au sortir de ces dernières semaines, sont plus unis ou restent encore divisés? Et là encore, je dirais, méfions-nous un peu des apparences. Ce qui nous frappe tous, et c'est tant mieux, c'est qu'on a une Union européenne qui donne le sentiment pour la première fois d'avoir pris la mesure des risques, des menaces, et qui semble enfin se mobiliser d'une manière assez impressionnante. Multiplication des réunions à Paris, à Londres, dans des configurations institutionnelles de plus en plus étonnantes. Bien évidemment, on a tous noté que la Grande-Bretagne maintenant participe de manière régulière à toutes ces réunions, mais la Norvège aussi, et tout à fait récemment, on a vu la Turquie participer à ces réunions, le Canada, on parle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bref, il se passe quelque chose. Le Japon et la Corée du Sud sont pas très loin et commencent à dire qu'ils voudraient également participer à ce qui pourrait apparaître comme le front, un nouveau front des pays occidentaux, moins les États-Unis. Est-ce que donc tout ce que l'on entend à l'heure actuelle, les propositions de Madame van der Leyen pour l'Europe de la défense, les dernières propositions faites par Madame Kaja Kallas pour accroître l'aide militaire à court terme à l'Ukraine, et Jean y a fait un petit peu allusion, les réflexions sur de nouvelles garanties de sécurité pour l'Ukraine, avec cette idée, on appelle ça maintenant une force européenne de réassurance. Est-ce que tout ça marque un réveil de l'Europe après le choc provoqué par l'arrivée de Trump et ses propos très anti-européens, en réalité, lui-même et son vice-président, J.D. Vance? Oui, il y a de ça. Mais si vous allez derrière les apparences, vous découvrez que les divisions sont toujours là. Et si vous reprenez ces différentes propositions qui sont actuellement sur la table, après un accueil plutôt favorable, les premiers travaux à Bruxelles montrent à nouveau d'assez fortes divisions. Pour l'aide à l'Ukraine, Madame Kallas propose entre 20 et 40 milliards d'euros adressés à l'Ukraine. Vous voyez déjà, et on le voit depuis le début, que les pays les plus éloignés de la ligne de front, Espagne, Portugal, Italie, disent c'est pas tout à fait notre affaire, et d'ailleurs nous pensons qu'il y a une menace aussi importante qui vient du sud. On ne parle plus du Sahel et des mouvements djihadistes, mais ils sont là, et donc c'est aussi important, et donc faut-il vraiment se bloquer sur l'Ukraine? Sur le programme de 800 milliards d'aide ou d'engagement budgétaire des États membres pour aller dans le sens de l'Europe de la défense, bien évidemment, les États membres commencent à se rendre compte que cela demande la mobilisation de moyens budgétaires et financiers qu'ils n'ont pas, que ça demande un formidable engagement des industries de défense, alors que celles-ci, jusqu'à maintenant, ont malheureusement montré qu'elles avaient de la peine à arriver au niveau d'engagement nécessaire pour soutenir l'Ukraine. Et l'on voit bien aussi, au-delà de tout ça, et à mon avis c'est un élément très important, que les pays européens ne sont pas encore arrivés à avoir cette culture stratégique que l'on peut attendre d'un acteur géopolitique et que l'Europe prétend qu'elle va devenir, mais on voit bien dans les réflexions qu'ils mènent à l'heure actuelle qu'ils en sont encore très loin. Et derrière ces divisions des Européens, il y a une question qui me semble tout à fait intéressante et qui se pose tous les jours actuellement, c'est qu'au fond, la division entre les Européens, c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport au phénomène Trump. Est-ce que ce phénomène est passager et que d'ici 2 ans, avec les midterm elections, les élections de mi-parcours, Trump perdra de son autorité? Est-ce que dans 4 ans, il est assuré que ce sera un proche de Trump qui sera élu président? Et donc, ce groupe-là de pays européens disent, faisons le dos rond,
restons calmes, soyons gentils avec le président américain, ne nous lançons pas dans des initiatives sur la base de présuppositions qui peut-être ne se réaliseront pas. Vous êtes tous là à nous expliquer que Trump va quitter l'OTAN. Je reviens d'un long séjour à New York où j'ai entendu aussi à New York des gens me dire l'Amérique va se retirer de l'ONU. Est-ce que ce n'est pas aller un peu vite en besogne? Est-ce qu'on ne s'excite pas un peu trop? Et donc, essayons de rester calmes. Et d'autres disent, au sein de l'Union européenne, non, c'est sérieux, il faut enfin, une bonne fois pour toutes, que l'Europe affronte les nouvelles réalités de ce monde sans l'Amérique, ou en tout cas avec moins d'Amérique, et il faut que nous soyons capables de nous adapter à cette nouvelle réalité. Et ce débat-là, vous allez le retrouver tous les jours, dans toutes les négociations qui vont se dérouler à Bruxelles. Et là encore, très difficile de savoir comment on en sortira. Et ça m'amène à ma troisième et dernière question. Je vous promets Marc, que je vais terminer rapidement. C'est que derrière tout cela, il y a, c'était un thème que j'aborde assez longuement dans mon article, nous avons un peu une Europe qui souvent est dans le déni de la réalité. Dans ce que les Américains appellent, d'une expression que j'aime bien, un peu dans la pensée magique. Tout va se régler d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangera avec Trump, et on trouvera une solution à la fin sur l'Ukraine. Et arrêtons de nous poser des questions sur le long terme, sur l'ordre de sécurité en Europe. Nous reprendrons le dialogue avec la Russie comme avant. Nous allons retrouver quelque chose qui ressemblera aux accords d'Helsinki. Nous referons des grands accords de stabilité stratégique et tout sera comme avant. Et il me semble que là, nous risquons de perdre l'opportunité, j'allais dire la chance, qui se présente enfin à l'Europe avec le réveil auquel nous soumet Donald Trump. Parce qu'au fond, la vraie question, là encore, qui se pose à nous, c'est est-ce que nous pouvons continuer éternellement en tant qu'Européens à attendre tout de l'Amérique et à craindre tous les 4 ans qu'un nouveau président arrive, soit Trump, soit quelqu'un qui lui ressemblera et qui remettra en cause toute l'architecture de sécurité que nous avons établie en Europe et toute l'arsenal de sécurité, les garanties de sécurité dont parlait Jean. Est-ce que tout cela doit dépendre d'un président américain tous les 4 ans? Et que donc, il faut un peu sortir de cette déni de réalité, prendre la réalité telle qu'elle est et peut-être enfin décider d'avancer et de faire ces efforts que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire 3 choses à mon avis, et je m'arrêterai après là. Sur l'Ukraine, ça veut dire définir enfin quels sont nos intérêts dans cette affaire par rapport aux paramètres dont je parlais tout à l'heure, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les territoires et le statut de l'Ukraine. Bien évidemment, il faut le faire en étroite coordination avec l'Ukraine. Mais nous devons avoir notre mot à dire. Et c'est seulement si nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire par rapport à cette future négociation de paix sur l'Ukraine que nous pouvons espérer avoir notre place un jour à la table de négociation. Parce que l'Amérique aujourd'hui a un peu tendance à nous dire non sans raison, mais quelle est votre position? Qu'est-ce que vous voulez dans ces négociations? Vous nous dites que vous voulez être à la table, mais pour défendre quoi? Quels intérêts? Quelles sont vos lignes directrices? Quelles sont vos lignes rouges éventuellement? Et qu'est-ce que vous voulez? Et au fond, nous nous apercevons que nous n'en avons pas parlé, parce que les Européens, lorsqu'ils ont une question difficile qui les divise, en règle générale, préfèrent mettre le dossier sous le tapis et essayer d'attendre des jours meilleurs. Or, ce n'est pas à Jean que je dirais ça, mais par rapport dans nos relations avec la Russie, et c'est bien ce qui est au cœur de toutes ces interrogations, les Européens, depuis 2004, je dirais, depuis le dernier élargissement, n'ont jamais été capables de définir ensemble une stratégie vis-à-vis de la Russie, comme ils ont pu le faire avec la Chine ou avec d'autres pays. Ils n'ont pas pour le moment de stratégie à l'égard de la Russie. C'est compréhensible, ils sont profondément divisés parce qu'avec l'élargissement, nous avons intégré des pays d'Europe de l'Est,
appelons-les comme ça, l'Europe centrale et orientale, qui ont une histoire, qui ont une géographie complètement différente de celle des Européens de l'Ouest, et que c'est à mon avis une des erreurs des Européens de l'Ouest lors de l'élargissement. Ils n'ont pas compris cela. Ils ont fait comme si le problème n'existait pas. Et le problème revient, et il est là. Et donc il faut avoir cet effort-là. Il faut aussi, de manière plus générale et sur le long terme, et sur ce que doit être demain une future architecture européenne de sécurité, que les Européens, là aussi, réfléchissent ensemble et essayent de se mettre d'accord. Ce ne sera ni Yalta, bien évidemment, ni Helsinki, ça va être autre chose. Ça va être une longue période de tension et d'instabilité qui doit quand même nous amener peu à peu à réfléchir comment surmonter ce qui a été notre problème depuis longtemps avec la Russie. C'est une incompréhension complète du point de vue russe. De la part de la Russie, une incompréhension complète de nos positions à nous, et au fond de paranoïa qui s'observe en chien de faïence. Des Russes qui pensent que l'Europe est en train de les encercler et veut les envahir, et des Européens qui pensent exactement l'inverse, que la Russie n'attend que le moment venu pour essayer de reprendre pied dans ces anciennes républiques ou dans les anciens pays membres du pacte de Varsovie. Et donc, il faut bien un jour s'attaquer à ce problème-là et essayer de le surmonter avec des initiatives probablement un peu plus innovantes et créatrices que nous ne l'avons eu jusqu'à maintenant. Au fond, nous avons raté l'après-chute du mur de Berlin, et une nouvelle chance peut-être se présentera si nous arrivons à sortir de la guerre d'Ukraine. Il faut le faire. Je m'arrête là, j'ai été beaucoup trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 3 quarts d'heure pour échanger. Il y a déjà beaucoup des mains qui se lèvent. Je vais vous passer la parole. Je pose quand même moi-même 2 questions. D'abord, je vais vous laisser réagir à ma remarque. Mais de manière plus générale, la question qui pourrait se poser, c'est comment peut-on renouveler une forme de confiance dans des négociations, pas partir ni naïf ni battu d'avance, sachant qu'il y a des précédents que vous avez rappelés, notamment le précédent des accords de Minsk 2014-2015, qui ont été violés. Donc, connaissant cet héritage, comment est-ce qu'on peut rentrer dans d'un meilleur pied dans des négociations? Merci. Effectivement, j'aurais pu citer les accords de Minsk que je n'ai pas cités. Il y avait effectivement des garanties. Pour répondre à la première question sur la coopération, qui va décider? Mais en fait, ceux qui vont décider, c'est Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Pas notre voix au chapitre. Quand les Européens disent c'est à l'Ukraine de décider, oui, ça sera l'Ukraine plus Poutine plus Trump. Mais l'Ukraine, ça ne marchait pas. Non. Pardon. Oui, donc je disais, malheureusement, les Européens ne sont pas à la table des négociations. Donc c'est pas eux qui vont décider. Et donc peut-être plus tard, on y reviendra. La question des garanties de sécurité est intéressante parce qu'en fait, et ça, notre président l'avait vu, c'est le ticket d'entrée dans la négociation, c'est le siège. Il est intéressant de constater que lors de la première réunion organisée par Macron le 17 février, tout de suite après l'entretien, 4 jours après le premier entretien entre Poutine et Trump, en fait, cette réunion visait à répondre à un questionnaire de 6 questions posées par les États-Unis, qui tournaient autour de 2 points. Premier point, qu'est-ce que l'Europe est capable et désireuse de faire en matière de garantie de sécurité? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle attend des États-Unis? Et en fait, en tout cas à la réunion du 17 février, on a un peu avancé après à Lancaster House, presque un mois après, mais à l'époque on n'avait pas pu répondre, ce qui avait suscité une certaine colère de Trump, qui le lendemain avait qualifié les Européens d'incompétents et qui ne méritent pas de siège
à la négociation. C'est-à-dire, j'accentue un peu ce que disait Pierre, mais c'est vrai que l'Europe a du mal pour l'instant. Elle a du mal à définir une ligne, à définir ce qu'elle peut faire, etc. Elle progresse doucement, mais en tout cas, elle n'est pas encore en mesure d'avoir son siège dans les négociations. Elle n'a pas encore assez de pouvoir et de force d'influence. Ouais. Et la deuxième, c'était quoi? Je rebondis là-dessus. À ce moment-là, comment est-ce qu'on force notre présence à la table des négociations? Est-ce que c'est en disant, on va mettre tant de milliers de troupes pour garantir un futur accord que tout à coup on acquiert un statut qui nous permet d'être à la table des négociations? Ou est-ce qu'on est spectateur obligatoirement parce que ni Donald Trump ni Vladimir Poutine ne souhaitent notre présence? Et je ne sais pas ce que veut dire notre, d'ailleurs. C'est l'Europe, éventuellement. Oui. Enfin, c'est intéressant de voir que Madame Callas s'est déplacée à New York. Elle n'a même pas été reçue par Rubio, alors qu'elle était venue à New York pour ça. Je ne sais pas si elle a pris l'avion ou si c'est à l'aéroport de Washington qu'on lui a dit que finalement elle ne serait pas reçue, mais c'est dire le crédit dans lequel on porte l'Europe. Non, la réponse à votre question, je pense qu'on paye une erreur que nous avons faite il y a quelques mois, même plus d'un an, qui consiste à sauter à cloche-pied. Quand on fait de la diplomatie et quand on veut être à une table de négociation, il faut marcher sur deux pieds. Un pied négociation, un pied rapport de force. Le pied rapport de force, nous l'avons développé. Nous sommes devenus un allié des Ukrainiens. Donc en fait, les Ukrainiens disent, bien sûr, ce serait bien pour nous d'avoir les Européens à côté de nous à la table, mais pour les Américains et pour les Russes, surtout pour les Russes, bien sûr, ça les intéresse pas d'avoir un autre allié des Ukrainiens autour de la table, dès lors que le débat est entre la Russie, grosse Russie, l'Ukraine petite, avec les États-Unis entre les deux. Donc en fait, notre démarche au départ a été faussée parce que nous aurions dû doubler la défense des intérêts de l'Ukraine par une approche de négociation vis-à-vis de la Russie. Et cette approche de négociation, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, elle impliquait la possibilité de définir une ligne européenne, une volonté de direction et de savoir ce qu'on allait négocier avec la Russie. Bon, c'est de l'histoire ancienne, mais il est clair que maintenant, si nous voulons être à la table des négociations, ça sera uniquement par le biais des garanties de sécurité. Merci. Je vais inviter Pierre Vimont à réagir, mais aussi peut-être quand même à nous aider à répondre à vos questions finales. Vous dites quels sont nos intérêts sur l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez aider les dirigeants européens à esquisser des pistes? Quels peuvent être nos intérêts? Vous parlez aussi de solutions innovantes et créatives, ni Yalta, ni Helsinki. Quelles pourraient être ces solutions? Et puis promis, je vous laisse la parole. Pour poursuivre dans ce que disait Jean à propos de devenir un acteur des négociations, outre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler avec les Ukrainiens, encore une fois, de manière réaliste, peut-être aussi pragmatique que possible, mais d'essayer ensemble esquisser ce que pourrait être une réponse aux différents paramètres. Au fond, le président Zelensky avait déjà un peu commencé à le faire dans le courant de l'année dernière, quand il a commencé à dire je reconnais qu'il sera difficile de récupérer tous les territoires actuellement sous la domination, l'occupation des Russes. Ça ne veut pas dire que je reconnais cette annexion, mais ça veut dire que je les récupérerai le moment venu par la diplomatie. Et donc voilà typiquement le genre de position qu'on peut éventuellement prendre ensemble pour essayer de faire avancer une négociation dont, encore une fois, je souligne, c'est pas du tout celle que mènent les Américains à l'heure actuelle. Et donc il y a un vide que les Européens ont intérêt à utiliser en quelque sorte. Il y a un deuxième point dont on n'a pas parlé, mais où les Européens ont peut-être aussi un levier, c'est tout ce qui concerne les sanctions occidentales actuellement contre la Russie.
dans les discussions entre Russie et Amérique, vous voyez très bien que la Russie essaye d'élargir la conversation. Et au-delà de l'Ukraine, voudrait faire ce qui avait été fait, vous en souvenez, du temps d'Obama, c'est-à-dire ce qu'on appelle le reset, la relance de la relation bilatérale entre Russie et Amérique, la relance de la coopération, notamment économique. Et de ce qu'on peut comprendre, le président Trump a dit qu'il était d'accord et qu'il trouvait ça très intéressant, surtout si on parlait, une fois encore, de minerais critiques, etc., etc. Et parce que aussi, on le voit déjà, la Chambre de commerce américaine à Moscou dit, mais il y a plein de projets, il faut qu'on puisse avancer. Et les Européens ont pris des sanctions assez identiques à celles des Américains et même un peu plus. Et donc la question va se poser pour eux, si les Américains lèvent leurs sanctions, est-ce que nous le faisons aussi? Je l'imagine mal. Actuellement, à 27, il y aura beaucoup d'opposition. Et donc il y a un vrai débat à avoir. Je signale qu'à l'intérieur de cette grande question, il y a bien évidemment la question qui se pose des 200 et quelques milliards d'euros actuellement gelés, les avoirs de la Banque centrale russe gelés. Et je trouve, alors là c'est d'un simple point de vue de diplomate, que c'est un levier que nous avons plutôt intérêt à garder, parce que c'est quelque chose que peut-être Trump pourra comprendre, parce que c'est assez concret, c'est assez précis. Donc pour le moment, prenons notre temps, faisons preuve d'un peu de subtilité et d'agilité diplomatique et observons comment les choses évoluent, encore une fois, dans le cadre d'une négociation qui est loin d'avoir abouti à l'heure actuelle et qui peut-être n'aboutira pas à grand-chose. Avec, j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure, que fait à partir de ce moment-là Donald Trump face à un blocage? Et donc je trouve que c'est un élément que nous devons garder en tête. La question que vous posez sur le long terme et comment réfléchir au long terme, au fond, vous savez, on est en face d'une situation qui, à maints égards, si vous prenez un peu de recul dans l'histoire, et ça a été dit déjà, donc je ne l'invente pas, dans cette relation entre la Russie et ses voisins européens, est une relation qui a été marquée tout au long des années, et je dirais même des siècles, par des confrontations, par des guerres. Et qu'au fond, si nous voulons une bonne fois pour toutes sortir de cette confrontation permanente, en tenant compte de ce qu'est la réalité russe à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'aussi ambitieux que ce qui a pu être fait après la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre l'Allemagne et la France, auquel il faut songer. C'est-à-dire qu'il nous faut des idées à la Jean Monnet. Et alors, ça va pas venir tout de suite. Ça va être graduel. Nous allons passer par une période de forte tension et encore une fois, je pose comme préalable qu'on a commencé d'abord par trouver un accord de paix sous une forme et d'une autre. Mais à partir de là, on va passer, il va y avoir une longue période d'absence de confiance où chacun va observer l'autre et puis peut-être il faudra commencer par des petits pas pour établir la confiance et après peut-être passer à quelque chose de plus ambitieux. Mais ça veut dire qu'il va falloir sortir de notre routine et encore une fois faire preuve là d'imagination. Mais c'est possible. Et là, pour vous donner un petit peu d'optimisme, je voudrais juste insister sur un point que je trouve très intéressant. C'est qu'au fond, ce qui est en train de se passer au-delà des rencontres à Bruxelles, comme toujours un peu lourdes, un peu routinières, où entre les 27, il y a des oppositions, des blocages, et ça avance avec beaucoup de lourdeur et de lenteur. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'alignement qui est en train de s'opérer entre les trois grands Européens. L'arrivée du chancelier Merz à Berlin, le rapprochement décidé par Starmer avec les Européens, malgré toutes ces craintes d'apparaître comme quelqu'un qui revient sur le Brexit. Emmanuel Macron en France décidé à aller de l'avant, c'est très intéressant. Et j'appelle votre attention en particulier sur ce qui se passe à Berlin. Outre tout ce que on a entendu ces derniers jours sur le fait qu'ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent et avancer, c'est la révolution intellectuelle en Allemagne. En France,
on est habitué depuis le général de Gaulle à s'opposer à l'Amérique. Ça ne nous gêne pas. Et c'est pas pour rien que c'est le président français qui parle d'autonomie stratégique et de tous ces nouveaux concepts. En Allemagne, comme je l'ai entendu récemment, et je crois que vous étiez là également, Marc, des hauts responsables allemands disent l'Allemagne, c'est en 1945 une construction américaine. Notre constitution, le plan Marshall, l'entrée dans l'OTAN, tout ça, ça a été fait avec l'Amérique et nous étions consubstantiellement liés à l'Amérique. Et donc, ce qu'on entend aujourd'hui de la Maison-Blanche, c'est une révolution, c'est un monde qui s'écroule. Il faut qu'on revoie toutes nos réflexions et toute notre stratégie. Et c'est ce travail que l'Allemagne est en train de faire. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au fond, une Europe géopolitique, une Europe stratégique, elle se fera quand même avec ces trois pays-là. Pas seulement, d'ailleurs. Il faut que les trois aient l'intelligence de faire venir d'autres, la Pologne, mais peut-être pas seulement. Et c'est là où il me semble qu'il y a un véritable espoir. Note d'optimisme qui n'est pas pour la fin parce que on commence tout juste la séance de questions-réponses. Je ne sais pas quelle est la pratique pour les micros à la Société de géographie, mais je vais me déplacer moi-même. Oui, Léo Keller. Monsieur Vimont, je vous remercie de votre exposé, brillant comme d'habitude, mais si vous permettez en toute humilité, je vais me glisser derrière vos propos. Et je pense que la division européenne, c'est notre grande chance. C'est-à-dire que pour la première fois, on prend conscience que vous le voulez ou vous ne voulez pas, eh bien, une Europe à deux vitesses va se créer et ça sera la condition pour. Donc c'est pas une division. Je pense que c'est une construction et que c'est une formidable chance. La deuxième chose qui concerne les Européens. Et c'est pour ça que même dans le cerveau un peu fatigué de Trump, qui est toujours pas sorti de sa confusion mentale, il a prononcé quelque chose aussi en liaison avec l'Ukraine, avec la façon dont il a traité Zelensky. Il a dit à propos de Taïwan, et ça concerne donc l'Europe aussi, Taïwan nous a volé notre industrie des microchips. Et je me demande si derrière sa pseudo-rhétorique conflictuelle contre la Chine ne se glisse pas en réalité, et c'est là que nous, Européens, on devrait faire attention, la volonté de reconstruire ce que l'on a appelé au XIXe siècle l'alliance des trois empires. Alors vous allez me dire, bon, il sait même pas ce que c'est, ça c'est vrai, mais enfin, il en a quand même une petite conscience. Est-ce que vous pensez pas que l'Ukraine fait partie de ce puzzle qui est un cessez-le-feu ou pas? De toute manière, il rebondira là-dessus. Je propose de prendre plusieurs questions parce qu'il y en a énormément. Monsieur. Joachim Peterli. J'ai été conseiller de Helmut Kohl en Allemagne. Du coup, j'ai traité à l'époque beaucoup, soit avec les moscovites, soit aussi avec Kiev. C'est pour ça qu'il y a une certaine expérience. 5 remarques très rapides. 1, Jean et Pierre, 1000 fois merci. Belle leçon. Mais Jean, on a un petit désaccord. Moi, j'ai ressenti, dès le départ, que toute la relation et toute reconnaissance de Kiev par Moscou était en réalité un agreement to disagree, comme on appelle ça chez les diplomates. En réalité, les Russes n'ont en réalité pas reconnu l'indépendance de l'Ukraine. Ça, il faut le savoir. 2, je regrette, nous, Européens, nous portons une sacrée responsabilité pour la situation actuelle. Nous avons créé des illusions en Ukraine comme en Géorgie. On a pensé que les Russes allaient laisser tomber ces régions limitrophes et allaient nous laisser continuer l'expansion de l'Ouest. Or, le Russe a cette paranoïa classique d'être encerclé. Surtout, de l'Ouest, ce sont les Américains et leurs vassaux, les Européens. Et à l'Est, ce sont les Chinois. Le Sud, ce sont les Iraniens, voire l'Islam. Et il ne faut pas sous-estimer les Turcs. N'oubliez jamais. Pierre, pour le futur,
Ce qu'il nous faut, c'est du courage. Il faut agir rapidement. Parce que j'ai eu le privilège de discuter ce week-end avec certains membres de l'équipe Trump. Or, ce qu'il a en tête, c'est le sommet de l'OTAN au mois de juin. C'est ça. Et ça, c'est le temps qui nous reste à nous, Européens, à indiquer clairement aux Américains, oui, nous voulons garder l'OTAN, mais nous allons monter une force autonome européenne qui fait de l'impression vis-à-vis des Américains et vis-à-vis des Russes. Nous avons ces 3 mois, ça, il faut pas l'oublier. Et Pierre, tu as raison, pour un rôle européen, il faut garder en tête différents éléments. Les sanctions, oui. Les avoirs des Russes, mais pas les enlever, mais les garder précieusement. Et troisièmement, il faut aussi penser à la future architecture européenne. Pierre, tu n'oublies pas, en 1997, nous étions beaucoup plus loin avec les Russes à l'époque. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et un dernier mot, merci de ton indication de la révolution intellectuelle à Berlin. C'est vrai, c'est clair, mais c'est une révolution qui est une Zeitenwende, pour reprendre l'expression du chancelier Scholz, qui n'est pas encore durable, s'il vous plaît. Au départ, oui, c'est en route. J'ai dit actuellement, la majorité, c'est 70-30. C'est une majorité de 2/3 qui est d'accord, mais attention, nous avons de fortes oppositions à l'extrême gauche, qui est la sensation des dernières élections, et à l'extrême droite, qui n'est pas la sensation, qui est totalement pour la paix. Et au Bundestag, hier, nous avons eu des pancartes montées par l'extrême droite en disant ce qu'on fait maintenant, ce sont des crédits de guerre comme en 1914. Merci. Merci. Je vais vous laisser réagir sur ces 2 interventions. On prendra les suivantes après. Il y a déjà 2 demandes. Vivant. Sur votre première question, tout à fait d'accord. On va vers une Europe à 2 vitesses, probablement. C'était probablement ce qu'il aurait fallu faire déjà depuis longtemps sur l'Europe de la défense, parce qu'on voit bien que, y compris Jacques Delors, dans les années 2000, avait commencé à en parler, que c'est d'une nature différente du reste de la construction européenne, qui est fondamentalement économique, monétaire, financière. La défense, la politique étrangère, ça se traite probablement d'une autre manière. C'est bien sûr dans le traité, depuis le traité de Maastricht, mais ça demande peut-être des outils différents et surtout d'être dirigé par ceux qui en ont vraiment envie. Et les 27 ne sont pas forcément d'accord. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce point. Sur la Chine, je dois vous dire que c'est pour moi un vrai point d'interrogation. D'abord, simplement vous rappeler que quand le président Trump se plaint de Taïwan, c'était déjà exactement le même leitmotiv en 2017 quand il a été élu. Il nous chipe notre industrie des microchips et on va se venger. Donc son attitude vis-à-vis de Taïwan a toujours été compliquée. Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de la Chine? C'est une vraie question. Il s'est entouré de gens extrêmement critiques à l'égard de la Chine. Lui-même, pendant son premier mandat, avait été très dur. Et donc on pourrait imaginer qu'il procède en 2 temps. Il s'occupe d'abord de l'Ukraine et ensuite il va consacrer toutes ses forces à taper sur les Chinois et à se lancer dans une politique extrêmement dure contre eux. Est-ce si certain? Je ne sais pas. Et je vois d'autres choses qui pourraient nous inciter à penser même le contraire. Il en a d'abord en effet pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Il n'est pas du tout dans cette approche qu'on veut lui prêter, qui va faire une opération à la Nixon à rebours. Hein. C'est pas son genre, ça lui plaît pas. Et on peut en effet imaginer qu'à l'inverse, même si ce n'est pas un stratège, ce qu'il aime, c'est les hommes forts.
fort, mais homme aussi. J'insiste beaucoup sur les deux. Et qu'avec Poutine et Xi Jinping, il a là deux personnes avec lesquelles il peut s'entendre. Je suis très frappé aussi que ces obsessions actuellement sur grappiller du territoire se situent dans son hémisphère américain. Groenland, Canada, Panama et peut-être d'autres pays en Amérique latine. Et donc certains disent ah oui, c'est une forme de découpage, l'Europe à la Russie, l'Asie à la Chine et lui prend le reste. Je pense pas que ça soit aussi simple que ça non plus, mais je pense qu'il y a une vraie question sur comment il va se comporter avec la Chine, dont il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Qu'il n'a pas accablé pour le moment de droits de douane les plus importants. C'est plutôt les Européens et les Occidentaux qui prennent le choc pour le moment. Donc voilà, pour moi, c'est une interrogation. Et peut-être un peu à la différence de votre forte critique à l'égard de Trump, je suis quelqu'un qui pense qu'il ne faut jamais le sous-estimer. D'abord parce que en politique intérieure, il a eu un flair assez remarquable. Il est en train de faire des erreurs, à mon avis. Je pense qu'Elon Musk est une erreur. Je le vois, je reviens d'Amérique où j'ai passé 3 mois. L'opinion publique américaine n'aime pas Musk. Pour une raison assez simple et qui, je trouve, rassurante sur la démocratie américaine, c'est qu'ils disent on n'a pas élu Musk. Il n'était pas sur le ticket. J.D. Vance était sur le ticket avec Trump. Musk n'a pas été élu au Congrès. Il est là, il vient de nulle part, de la Silicon Valley. Et donc pour nous, c'est pas normal. En plus, il se comporte pas très bien avec les gens qu'il vire. Et nous, on trouve qu'il faut quand même bien traiter nos compatriotes américains. Donc il y a quelque chose qui se produit là, et ce sera intéressant de voir comment Trump réagit à ce mouvement qui peu à peu risque de gagner du terrain. Je dis risque pour les républicains bien sûr et pour le président Trump. Mais c'est ça qu'il faudra observer à mesure qu'on avance. Donc pour moi, Trump, c'est quelqu'un qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et donc, il faut pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui sent assez bien les choses. Et l'une des raisons peut-être d'espérer, c'est que s'il commence à avoir des difficultés pour faire entendre raison à Trump sur son accord de cessez-le-feu, il est capable peut-être à un moment d'aller voir les Européens en disant prenez le problème et essayez de trouver une solution. Ça peut se passer comme ça, à force de me donner des leçons et de me dire ce qu'il faut faire, faites-le, allez-y. On peut avoir beaucoup de surprises de ce type et donc on peut dire à tout le moins que ça sera intéressant. Un petit commentaire sur le sommet de l'OTAN en juin. Effectivement, on entend dire là encore que toutes les options sont sur la table, y compris celle d'un coup d'éclat et d'un retrait possible. Joachim, tu as raison. Il y a simplement quelque chose qu'il faut pas perdre de vue parce que c'est toujours très important en Amérique, c'est qu'ils ont lancé un travail interministériel et ils l'ont confié donc au Pentagone, au ministère de la Défense, qui est une review, la revue complète de la présence américaine en Europe, y compris OTAN, mais bien évidemment forces conventionnelles, etc. Et que c'est sans doute ça qui déterminera en grande partie l'évolution ensuite de la pensée américaine. J'appelle votre attention d'ailleurs sur ça. L'armée américaine, les militaires américains sont très silencieux pour le moment. Ils ont pris beaucoup de coups. Beaucoup de leurs plus hauts responsables ont été virés. Je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup ça. Et il faudra voir à mesure que, là encore, le temps passe et que peu à peu des voix s'élèvent. Du côté des militaires, ce sera intéressant d'observer comment ça se passe. Et certains budgets ont été coupés aussi. Jean de Glignasti. Moi, j'ai peu de choses à rajouter. Je suis d'accord avec Joachim, et je pense que l'architecture, en fait, c'est par sa contribution à la future architecture de sécurité que l'Europe, c'est-à-dire en fait la France, l'Allemagne, l'Angleterre par accro, la Pologne nécessairement, et peut-être l'Italie et l'Espagne si elles clarifient leur position, mais l'Italie en ce moment est dans une situation bizarre vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est par leur
définition dans un cercle restreint qu'on arrivera en fait à avoir notre vrai ticket dans une négociation qui va durer beaucoup plus longtemps. Le cessez-le-feu, on va peut-être l'avoir bientôt, et encore il sera partiel. Pour l'instant, il n'existe que sur les installations énergétiques et les infrastructures, et encore le mot infrastructure ne figure pas dans le communiqué russe. Donc on est vraiment tout à fait au début du processus. Mais quand il faudra une paix durable, et il en faudra une, à ce moment-là, il faut dès maintenant que l'Allemagne, alors l'arrivée de Merz va nous servir, mais l'Allemagne, la Pologne et la France, puis l'Angleterre aussi, parce qu'il faudra la raccrocher. Ça va être difficile, parce que l'Angleterre a elle a un problème de traitement de la Russie depuis toujours. C'est très étonnant. Bon. Mais bon, entre la France et l'Allemagne, on a eu une parenthèse, il faut le dire, avec Scholz pendant 4 ans. Et il faut sinon on fera rien. Si on ne réussit pas à fermer cette parenthèse et à travailler avec Merz, on ne fera rien. La France toute seule, il faut le reconnaître, n'y arrivera pas. Donc, et pour bâtir l'infrastructure de sécurité en Europe, on peut miser, capitaliser sur l'évolution en cours dont tu as dit qu'elle n'était pas nécessairement consolidée, mais enfin l'évolution en cours de l'Allemagne nous permettra peut-être de le faire. Je voudrais rajouter un petit mot sur les accords de Minsk, parce que ça n'est pas la responsabilité unique des Russes de l'échec des accords de Minsk. Il y avait dans les accords de Minsk 2 aspects. Un aspect militaire, qui à vrai dire était un peu secondaire, c'était le retrait des canons, le déminage, les ouvertures, etc. Et il y avait un aspect politique qui était essentiel et qui aurait fait de Minsk la matrice d'un accord de paix, avec le maintien de l'intégrité territoriale ukrainienne, sauf la Crimée. Et cet aspect politique, s'il a raté, c'est uniquement à cause de l'Ukraine. Il faut le dire. L'Ukraine a refusé d'accorder un statut d'autonomie au Donbass, avec l'amnistie pour ceux qui avaient pris les armes contre Kiev. Et donc, bien sûr que les Russes ont leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne les clauses militaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine voulait mettre les clauses militaires en priorité dans la négociation, alors que les Russes voulaient avoir les clauses politiques en priorité, puisque les clauses politiques, c'était la reconnaissance d'une certaine autonomie du Donbass au sein de l'Ukraine. Je reviens là-dessus parce que j'entends très souvent ce type de remarque disant que la responsabilité de l'échec de Minsk, c'est les Russes. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est un peu brutal. Je suis pas sûr que cette vérité soit consensuelle, mais je suis pas spécialiste de la question. Il y a des spécialistes dans la salle qui pourraient réagir éventuellement. Il y a plusieurs demandes, donc s'il vous plaît, soyez bref. Il nous reste à peine un quart d'heure. Monsieur, et ensuite il y a une demande en fond de salle. Si vous pouvez faire remonter le micro ensuite, ce serait très gentil. Merci. Bonsoir à tous et merci pour les interventions vraiment captivantes et merci aussi aux organisateurs. Mon nom est Étienne Bassot. Je voudrais revenir sur la question des garanties de sécurité. Vous avez l'un et l'autre expliqué combien un cessez-le-feu serait difficile et dans le meilleur des cas sera fragile. Néanmoins, se pose la question d'une présence européenne ou autre qui permettrait de garantir ou de contribuer à une forme de garantie de ce cessez-le-feu. Vous avez dit aussi que c'était difficile pour les Russes d'accepter que ce soit les Européens ou que les Européens. Alors, je voulais aussi rebondir sur ce que Pierre Vimont disait, inventer quelque chose de complètement nouveau. Il a fait référence à Jean Monnet. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de coopération renforcée avec des Européens, mais d'autres pays, par exemple la Turquie, pourquoi pas, ou d'autres acteurs? Est-ce que ce serait quelque chose qui devrait avoir un chapeau des Nations Unies, mais alors là, bien sûr, il y aurait le veto russe si c'est des casques bleus. Est-ce que pourriez vous avancer un petit peu plus sur cette forme future d'une présence pour garantir la sécurité de l'Ukraine? Merci, monsieur. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cet événement. Je m'appelle Kevin Gaffetti, je suis enseignant à Sciences Po Paris en Middle East Studies et je réalise une thèse sur la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Iran à Assas sous la direction du professeur Serge Sûr. Et je souhaiterais vous poser une question, monsieur de Grigny-Asti. Pour préparer cette conférence, je relisais votre livre et notamment vous mentionniez le fait que la guerre en Ukraine était l'échec de la diplomatie française. J'aimerais vous poser une question un peu provocante. Est-ce que
l'on peut dire que ce n'est pas tout simplement l'échec de la diplomatie dans son concept même. Est-ce que la diplomatie va continuer d'exister d'un point de vue multilatéral comme on l'entend et on la comprend aujourd'hui, ou maintenant on ne va plus avoir des traités mais uniquement des deals faits par des deal makers? Merci. Merci. Et le temps que le micro remonte en fond de salle, je laisse la parole d'abord à Pierre Vimont et ensuite à Jean de Glignesti. Très rapidement, parce que c'est plutôt Jean qui répondra. Je crois qu'en matière de garantie de sécurité, il faut distinguer deux choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a la réflexion à l'heure actuelle très directement liée à un possible cessez-le-feu, mais surtout à un accord de paix. Et je pense qu'il faut davantage insister sur ça, parce que c'est bien dans cet esprit-là que Britanniques et Français réfléchissent à cette force de réassurance qui serait comme une force de dissuasion une fois que l'accord de paix serait intervenu, et qui ne serait pas une force d'observation ni une force, comme on dit, à la frontière entre, ou le long de la division entre les deux armées, si vous voulez. Le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises. C'est une force qui est présente sur le territoire ukrainien, mais en retrait, en deuxième ligne, qui pourrait faire d'ailleurs, il l'a dit récemment encore, de la formation. Et donc, il faut être conscient qu'on commence à réfléchir là à l'après-accord de paix avec une situation qui serait à peu près stabilisée. Donc ça, c'est la première catégorie de garantie de sécurité. Mais il y en a une deuxième beaucoup plus large autour de l'ordre de sécurité en Europe. Et là, vous retrouvez tous ceux dont a parlé très justement Jean sur la non-prolifération et beaucoup d'autres éléments. Et donc, je pense que là, il y a une différence à garder en tête. Juste un mot sur la diplomatie. La question était posée à Jean, mais je ne résiste pas au plaisir d'intervenir. Non pas pour parler échec ou non de la diplomatie, mais pour moi, c'est plutôt la réflexion sur la diplomatie en temps de guerre. Et la diplomatie en temps de guerre, elle doit toujours être là et réfléchir à est-ce que je pourrais être utile quand on va commencer à en sortir. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, le grand avantage qu'a Trump sur tout le monde, c'est qu'il est le seul qui parle à Poutine. Et ça, c'est ça. Alors, bien évidemment, il y a la puissance américaine, hein, je ne la sous-estime pas. Mais il est le seul qui parle à Poutine et qui peut le faire assez naturellement, et Poutine est tout content de le prendre au téléphone. Prenez tous les dirigeants européens à l'heure actuelle, ils sont tous dans une situation de très grand embarras. Le dernier qui a essayé de le faire, c'est le chancelier Scholz, et comme le rappelle Jean dans son article, ça a fait long feu. Mais on voit bien que ce soit Steinmeier, compte tenu de l'obsession anti-russe des Britanniques, notre président de la République et de beaucoup d'autres, c'est comment reprendre langue avec Poutine sans être très maltraité et que leur coup de téléphone soit même pas pris. Et ça, en termes diplomatiques, c'est le formidable avantage de Trump à l'heure actuelle. Et c'est la question qui se pose à nous tous actuellement. Comment va-t-on faire ? Je vais essayer de répondre en même temps aux deux questions. En fait, je dis en effet que l'Union européenne n'a pas été... D'abord, l'Union européenne, c'est-à-dire en fait la France et l'Allemagne, avec la Pologne au début, avaient parfaitement compris que tout le schéma de développement économique, pacifique, culturel de l'Europe était mis en danger par la crise ukrainienne. Ça, on l'a compris tout de suite. D'où les initiatives successives prises par Merkel et Hollande pour essayer d'éteindre la crise ukrainienne. Donc la première tentative, je l'ai citée, c'était celle en marge de Maïdan en février 2014. La deuxième tentative, ça a été Minsk en 2015. Minsk a échoué, février 2015. Minsk a échoué. Bon, il y a peut-être une discussion sur les partenariats, sur les causes de cet échec, mais ce qui est sûr, c'est que la France et l'Allemagne n'ont pas été en mesure d'imposer le respect des accords qu'ils avaient négociés et dont ils étaient les garants. Et ce qui est probable, c'est que derrière, nous n'ayons reçu aucun appui
des États-Unis, bien au contraire, parce que on se souvient des déclarations de Nuland assez grossières sur l'action des Européens en marge de Maïdan. On se fout des Européens. Et donc, c'est ça l'échec. Alors maintenant, le paradoxe, c'est comme c'est arrivé très souvent dans l'histoire, les Américains viennent faire la paix là où ils ont saboté la paix que les Européens devaient faire. Donc là, incontestablement, on a besoin de retrouver cette unité d'action européenne avec le dialogue privilégié avec l'Allemagne. Sur les garanties, juste un point, je ne pense pas que les Européens, s'ils peuvent se faire entendre, et ni même que les Américains accepteront que les Turcs fassent la garantie de sécurité à la place des Européens. Les Turcs, peut-être qu'ils ont leur rôle à jouer sur l'accord sur la mer Noire, parce que ils sont là, et puis ils ont été là depuis longtemps. Mais et non seulement les Turcs, parce que là ils sont litigés. Alors c'est vrai qu'ils ont une diplomatie remarquable, qu'on pourrait qualifier de néo-gaulliste, si on peut dire, parce qu'ils ont de bonnes relations avec les Russes, ils leur achètent leurs missiles S-400, et puis en même temps ils vendent leurs propres drones Bayraktar aux Ukrainiens. Donc ils se sont créés une place spécifique dans la négociation. Mais je crois que personne n'a envie de faire entrer le loup dans la bergerie. Et donc je pense que, je me trompe peut-être, mais bon, on prend toujours ce risque, que la surveillance du cessez-le-feu, si elle est votée, sera uniquement par des moyens électroniques et il n'y aura pas une présence le long de la frontière. C'est techniquement pas possible. Donc à ce moment-là, on essaiera d'éviter que ça soit l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil. Le Brésil aimerait bien aussi entrer par la petite porte dans la politique globale. Mais encore, j'en sais rien. Ce sont des prévisions et il n'y a rien de plus difficile que de faire des prévisions, surtout quand c'est l'avenir. Il ne nous reste que quelques minutes et il y a 3 demandes d'intervention, 4 même. Donc soyez s'il vous plaît très très court, je vais m'arrêter là. Il y a monsieur au fond, Tatiana Castueva, Jean, madame, et puis monsieur... le deuxième micro, je ne sais pas où il est, mais si vous pouvez le confier à monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Le micro marche, hein, oui. Oui. Merci de prendre ma question. Philippe Comte, maître de conférence de russe et de civilisation russe à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Lavrov, en décembre 2021, envoie à toutes les chancelleries européennes et à l'OTAN un traité, pratiquement rédigé entièrement avec des articles, dont l'un des articles demande à l'OTAN de reculer sur ses positions de 1997. 30 ans plus tôt, le 1er juillet 1991, le traité de Varsovie s'est dissous. Je me souviens à l'époque de mon étonnement quand, après la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN ne s'est pas autodissous, puisqu'après tout, il avait perdu son principal ennemi. Et au contraire de la dissolution de l'OTAN à l'époque, ce qu'on a vu entre 1992 et 2022, c'est une extension de l'OTAN en particulier vers la Russie dont nous parlons aujourd'hui. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais j'ai besoin d'avoir votre avis sur cette question. Jusqu'en 2008, on commence à parler même de l'entrée de la Géorgie un jour, puis de l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas là une des fautes originelles, non plus de l'Union européenne, mais cette fois-ci de l'OTAN, vis-à-vis justement de la possible traité de paix ou de relations de paix équilibrées avec la Russie. Boris Yeltsin a prévenu, dès les années 90, il avait prévenu Clinton que la Russie était inquiète de voir l'OTAN se rapprocher de ses frontières. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que dans notre pays, le débat va très fort sur ces questions-là. Il n'est pas toujours facile d'y répondre. Il est tentant de toujours mettre la faute sur la Russie, mais il y a là quelque chose, quand on écoute le point de vue russe, ce qui ne veut pas dire qu'on le justifie, il y a quelque chose qui est à entendre, et quel est un petit peu, messieurs les ambassadeurs, votre sentiment sur cette question qui est Merci. Du passé. Merci. Monsieur, il y a un excellent ouvrage sur cette question qui s'appelle Not One Inch. Je vous cède la parole, monsieur. Merci, Patrick Ardouin.
J'ai été secrétaire général adjoint délégué à l'OTAN il y a une vingtaine d'années et j'ai eu à m'occuper un petit peu des affaires russes à un niveau évidemment très modeste. J'ai été frappé par les différences de perception et d'évaluation de la Russie au sein des alliés, mais aussi à l'intérieur même de chaque appareil d'État, entre les gens qui expliquent que la Russie finalement c'est pas grand-chose et un peu moins que la Hollande, et les gens qui expliquent que c'est une puissance considérable. Et j'ai beaucoup aimé, Monsieur Vimont, votre rappel du passé de la Russie et de l'influence qu'elle a eue en Europe. Je rappelle que le tsar même à Paris formait le gouvernement français quand même. Donc ce sont des réalités. Est-ce que il m'a semblé que nous avions été incapables de définir une politique correcte vis-à-vis de la Russie, visant à l'intégrer de façon, on a fait beaucoup d'efforts, le G7, etc., mais visant à l'insérer de façon efficace dans le concert européen et dans le concert des nations, et que la raison fondamentale, c'est que si la Russie est, à ce moment-là, c'est la plus grande puissance européenne. Par sa culture, par sa population, par sa technologie, par sa géographie et par sa puissance économique, car aujourd'hui, en termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB russe, c'est supérieur à celui de l'Allemagne. Si. J'aurais voulu avoir votre avis sur ce point. Merci. Alors, on va passer les micros pour les deux dernières questions à Madame au deuxième rang et Tatiana Castueva-Jean au fond. Le temps que les micros arrivent, je cède la parole à Jean de Glignasti et Pierre Vimont. Oui, les deux questions se rejoignent un peu et ça me permet de faire une synthèse. En fait, la Russie n'a cessé depuis 91 d'essayer de trouver une architecture de sécurité. Ils l'ont appelé la maison commune du temps de Gorbatchev, puis ensuite il y a eu les propositions, puis la dernière, c'était la proposition que vous citez en décembre 21, même s'il avait un aspect un peu provocateur, parce que l'élargissement de l'OTAN était fait, et lui demander de revenir sur avant 97, c'était en ce sens qu'on a dit que c'était un ultimatum, parce qu'effectivement, ça désamorçait la proposition. Mais en fait, quand on regarde, il y a eu un péché originel de la diplomatie européenne. Et ce péché originel, c'est l'échec de la tentative de François Mitterrand en 91 de créer une confédération européenne. Le mot était un peu audacieux, mais ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire que on faisait dépendre la sécurité européenne d'une instance qui coiffait l'OTAN. Il ne s'agissait pas de démolir l'OTAN, il s'agissait de créer une instance, une coupole en quelque sorte, qui aurait permis à la Russie de faire. À l'époque, il n'y avait pas l'acte fondateur OTAN-Russie, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Mais donc ça aurait permis à la Russie d'être intégrée au sommet dans la sécurité européenne. On a échoué. La réunion de Paris en 91, c'était 91, je crois, oui, a abouti à la charte de l'Europe nouvelle, mais cette charte de l'Europe nouvelle, c'était des bons principes, mais il n'y avait rien derrière, il n'y avait aucune institution. La seule chose, c'est que ça portait en conséquence la réactivation de l'OSCE, c'est-à-dire la réactivation, la création de l'OSCE sur la base de la conférence d'Helsinki, de la conférence de sécurité et de coopération européenne, qui est devenue une organisation. C'était un peu un os à ronger, mais c'était une compensation. Et ensuite, quand on regarde, à partir de 91, toute l'histoire des relations diplomatiques européennes, ce sont les tentatives successives des uns et des autres, mais surtout de la Russie, de créer un ordre juridique international en Europe qui sinon se substitue, mais du moins coiffe l'OTAN. C'était l'esprit, par exemple, du traité de Medvedev, projet de traité de Medvedev, en 2008, au moment où il y avait le reset, on pouvait espérer que ça marche. Il a obtenu une fin de non-recevoir. C'est aussi l'objet de dernière instance, avec ce côté un peu provocateur, des propositions de traité présentées par Lavrov, que vous citez en décembre 91. Donc en fait, c'est parce qu'on a remis en 91 la sécurité de l'Europe aux mains de l'OTAN que, on a vécu ce long calvaire qui aboutit à l'invasion de l'Ukraine. Je vous laisserai réagir peut-être après, parce que sinon on va trop dépasser. Madame. Oui, bonjour. Il faut bien qu'une femme parle de temps en temps. Marilène Toinet, Société de géographie et ancienne auditeur de l'IHEDN.
Vous avez parlé, monsieur, je crois, des incertitudes, si j'ai bien compris, de la Grande-Bretagne. Ce qui est logique, puisque la Grande-Bretagne est quand même très liée aux États-Unis. Mais en même temps, si ma mémoire est bonne, il y a une forte relation militaire entre la France et la Grande-Bretagne, ne serait-ce que par les accords de Lancaster House, d'une part, et d'autre part que ce sont quand même deux pays, deux puissances ayant toutes les deux un siège au Conseil de sécurité et toutes les deux une puissance nucléaire, même si la puissance nucléaire britannique est moins indépendante vis-à-vis des États-Unis que celle de la France. Donc, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus en amont dans ce que vous avez dit sur la Grande-Bretagne? Merci. Et pour finir, dernière question, intervention de Tatiana Castoué-Vajan, ma collègue à l'IFRI. Merci beaucoup. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est une nuance que je voudrais apporter par rapport aux accords de Minsk. On ne reste pas avec l'impression que la faute est entièrement aux Ukrainiens de ne pas avoir respecté les accords de Minsk. Le problème, en fait, je me souviens quand j'ai lu le texte des accords de Minsk, je me suis dit ce sera jamais rempli. Il n'y a aucun président ukrainien qui pourra accepter cela parce que il était question de la décentralisation, ce qui de fait s'apparentait plutôt à une fédéralisation, avec un statut spécial pour certains territoires des régions de Luhansk et de Donetsk. Le problème, de fait, que cela revenait, c'est à donner le droit à ces régions de bloquer tout choix stratégique de Kiev, du gouvernement central. Ce qui reviendrait, je pousse un petit peu plus les choses, qui reviendrait à une sorte de souveraineté limitée et un cheval de Troie russe à l'intérieur de l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a pas été le seul pays à refuser ce type de montage. 2003, le plan Cosaque pour la Moldavie, à peu près le même fond dans la proposition, aussi avoir une région autonome avec les droits d'influencer les choix stratégiques du pays. La Moldavie a refusé. Donc, pour moi, le problème était le contenu des accords de Minsk que l'Ukraine n'aurait probablement jamais signé s'il n'y avait pas la situation très difficile à Debaltsevo et si Poroshenko, à l'époque, avait d'autres choix. Ma question concerne l'Union européenne, parce que Vladimir Poutine, en fait, j'ai pas la réponse, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. On comprend bien que Vladimir Poutine refuse l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il semble moins catégorique par rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Or, si on remonte aux événements de Maïdan en 2014, le sujet, à l'époque, c'est pas du tout l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le sujet, c'est la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et donc, c'est la grosse question que je me pose. Quelle est finalement la réaction de Poutine vis-à-vis de l'Union européenne, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, compte tenu qu'actuellement, évidemment, il y a toute la soupe qui monte contre l'Ukraine, qui, de l'Occident collectif, le vocabulaire russe passe à l'Europe collective, qui représente la menace, et donc finalement il y a une dissociation. Je me pose la question, in fine, quelle attitude de Poutine vis-à-vis de l'Union européenne et de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Merci. Merci. Et comme il est déjà 20h06 et que je ne veux pas vous garder trop longtemps, je laisse quelques minutes à Pierre Vimont et Jean de Glignasti pour conclure comme ils le souhaitent. Je vais essayer de conclure en répondant aux diverses questions, mais très rapidement. Il y a eu deux questions qui portaient en réalité sur toute cette période de 91. Jean y a fait allusion aussi avec la Confédération. Pour ma part, je trouve que ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, dans le projet européen, vous avez de nouveaux pays qui sont venus à partir de 2004, qui sont maintenant des membres pleins, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont arrivés avec une sensibilité politique, historique, géographique totalement différente. Et vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Quoi qu'on pense par ailleurs de la Russie, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on ait envie d'ouverture, etc. La réalité, c'est que quand on a commencé, n'oubliez pas que le premier geste après 1990 de la part de l'administration américaine, c'était encore le père Bush, George Bush père, il était très réticent pour commencer une procédure aboutissant à l'adhésion des pays d'Europe orientale et centrale.
occidentale. Il avait fait ce qu'on appelait le partenariat pour la paix, dans lequel faisait partie la Russie également, qui est devenue Russie à cette époque-là. Et puis c'est peu à peu, sous la pression des pays d'Europe orientale et centrale, qui ont dit, nous on connaît, on sait comment ça se passe, si vous ne donnez pas rapidement la garantie d'une adhésion à l'OTAN, tout ça va s'écrouler et va très mal se terminer. Et donc, il faut prendre en compte cette réalité-là. Et je trouve que c'est le travail de la diplomatie de tenir compte de ça. Et que donc, quelque part, il faut arriver à dépasser cette frustration, cette obsession, pour aller au-delà de ça et essayer de réfléchir ensemble sur le long terme. C'est très compliqué, je le reconnais tout à fait, mais je pense que c'est possible et qu'il faut essayer de le faire. Grande-Bretagne, en réalité, le Premier ministre britannique se débrouille pas trop mal, je trouve, à l'heure actuelle, mais vous devez savoir qu'il est complètement écartelé à l'heure actuelle. Il est dans une position absolument impossible. Et vous avez bien vu, il a eu le droit lui aussi à sa séance dans le bureau ovale avec le président américain. Et la seule manière pour lui de s'en sortir, ça a été de brandir l'invitation du roi Charles. Ils n'ont parlé pratiquement que de cela devant les... Deuxièmement, dans le travail qu'il est en train de mener avec la France et avec le président français pour mettre en place peut-être une force européenne. La position de la Grande-Bretagne, c'est de dire on n'y va que si on a le soutien américain, le backup ou backstop comme on dit maintenant, c'est-à-dire que s'il y a d'une manière ou d'une autre une garantie de sécurité américaine pour la garantie de sécurité européenne. Et Trump l'a dit très clairement, il veut pas en entendre parler. Ça l'intéresse pas du tout, il répond jamais à la question quand on la lui pose. Et tout son entourage dit très clairement, le président américain n'en veut pas, parce que ça veut dire éventuellement des boys américains sur le sol, et il n'en veut pas. Ça veut dire un engagement des capacités militaires américaines, et ça ne l'intéresse pas du tout. Et donc il y a une formidable divergence là. Et j'en reviens à la pensée magique des Européens, ils font tous comme si le problème ne se posait pas. Mais il est posé et il va falloir le traiter à un moment ou à un autre. Et la dernière question de Tatiana, qui est une très bonne question sur l'élargissement, c'est vrai que j'ai toujours entendu, même à l'époque où nous négocions l'accord d'association, j'ai même entendu Lavrov plusieurs fois dire qu'il n'était pas contre, et qui trouvait que l'accord d'association c'était bien et qu'à terme l'élargissement ça ne les dérangeait pas. J'ai encore entendu récemment Poutine le dire, alors que est-ce que c'est un mensonge éhonté? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que peut-être la vraie question n'est pas pourquoi pas élargissement, à condition que d'une manière ou d'une autre, la Russie soit associée à ces négociations et à ces travaux, et qu'elle en bénéficie elle aussi. Alors c'est inimaginable, bien évidemment à l'heure actuelle. Vous pouvez être sûr qu'à Bruxelles, il y a un blocage total, non seulement de tous les pays d'Europe orientale et centrale, mais même de la Commission européenne et de toutes les institutions, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais vous voyez bien que si d'une manière ou d'une autre, on ne prend pas en compte ces préoccupations russes, ils feront tout pour faire déraper le processus d'élargissement. Et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est également un des sujets où les divisions sont très fortes entre ceux qui veulent accélérer et qui le disent aujourd'hui, et ceux qui au contraire veulent ralentir. Et sans compter ceux qui, comme la Hongrie et la Slovaquie, veulent arrêter tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc Lignasti. Merci. Je crois que Pierre a répondu en grande partie à tout ce que je voulais dire, en fait. Sur la Grande-Bretagne, il faut pas oublier que Lancaster House, les accords de Lancaster House, c'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas traiter avec l'Allemagne. Ça a été une politique de substitution parce que l'Allemagne ne voulait pas d'une politique de défense commune. Et l'Angleterre, quelles que soient les qualités de sa diplomatie, de ses diplomates, de son analyse, elle est toujours
tentée par le grand large, elle le sera toujours, elle l'a dit, Churchill l'a dit, etc. Et on le voit effectivement, comme l'a dit Pierre, sur la question des contingents de garantie de sécurité. Et d'autre part, autre élément, elle est systématiquement contre toute puissance dominante sur le continent. Et actuellement, la puissance dominante, qu'on le veuille ou non, en tout cas c'est l'analyse des Américains, c'est la Russie. Donc ça sera très difficile, en tout cas plus difficile qu'avec l'Allemagne, de bâtir une architecture de sécurité en Europe, incluant la Russie. Sur la question de l'accord de Minsk, Tatiana, oui, bien sûr que l'accord de Minsk était favorable aux Russes, mais si l'Ukraine avait signé l'accord de Minsk, elle aurait gardé son intégrité territoriale. Si l'Ukraine avait accepté les accords négociés par Sikorsky, Fabius et Steinmeier, elle n'aurait perdu que la Crimée. Si l'Ukraine avait accepté, à chaque fois ce sont des accords qui lui sont défavorables, mais à chaque fois elle laisse passer l'occasion et à chaque fois c'est pire. À Istanbul, elle perdait la Crimée et le Donbass. Et maintenant, alors bon, ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, je ne sais pas ce que ça va être, mais les Ukrainiens ont surestimé la valeur de l'appui occidental américain, en l'occurrence en mars 2014 et au moment de Minsk, et donc ils ont surestimé leur propre capacité à défendre leurs intérêts. Sur l'Union européenne, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Pierre, bien sûr, mais on n'a même pas besoin de rentrer. Les Polonais ne veulent pas de l'Ukraine. Quand on lit la presse polonaise, c'est absolument radical. Les Polonais ne veulent pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. Pour une raison très simple, en Europe, en Ukraine, il y a 14 millions d'hectares de terres arables. En Ukraine, il y en a 28 millions. L'Ukraine devient d'un seul coup le principal bénéficiaire de toutes les politiques agricoles et de toutes les politiques de fonds régionaux. Donc, en Europe même, il y aura des difficultés. Deuxième remarque, effectivement, Lavrov a toujours été prêt à accepter, disons, et d'ailleurs dans le plan Cosaque aussi, l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais il y a deux éléments nouveaux qui vont faire que la Russie va devenir plus réticente. Le premier élément nouveau, c'est la prise de conscience européenne en matière de défense. Et donc ça, c'est très important. Et du coup, cette prise de conscience et cette politique européenne de défense va donner plus de réalité à l'article 42, paragraphe 7, qui introduit une solidarité militaire entre les Européens, qui est même plus forte que celle de l'article 5 de l'OTAN. Donc je ne suis pas sûr que les Russes seront aussi conciliants sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Bien. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ces 15 minutes de retard, mais je crois que ça valait le coup. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci encore à la Société de Géographie de son accueil. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée.